Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'application Insta360 Studio qui va vous permettre d'assembler vos photos et vidéos. C'est parti! Donc la dernière fois, nous avons testé et comparé la One X et la One X2 d'Insta360. Je vous ai montré ce que l'on pouvait faire avec, chacun de son côté, mais il faut savoir qu'en fait, pour arriver à ce résultat-là, il faut passer par une application, que ce soit l'application mobile ou l'application ordinateur. Pour télécharger l'application, il faut se rendre sur le site Insta360, donc .com/fr, et vous allez dans téléchargement. Dans téléchargement, suivant la caméra que vous allez avoir, que ce soit la One X, One X2, One R ou n'importe, vous allez choisir la caméra qui vous intéresse, en tout cas celle que vous avez. Donc moi je vais prendre la One X2. Et là-dedans, je vois que pour la One X2, j'ai le droit donc à l'application mobile Insta360 qui regroupe sur la même application l'utilisation d'une One X, One X2, One R, ce que vous voulez. Là, ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, mais si vous voulez, par la suite, je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur l'application mobile, mais ce n'est pas celle que j'utilise pour une simple et bonne raison, c'est que l'application mobile est très bien faite, très intuitive, très simple, mais l'export se fait qu'en Full HD, donc 1920 x 1080, alors que l'application Insta360 Studio 2020, donc sur ordinateur, que ce soit sur PC ou Mac, vous permet de choisir la taille d'exportation, et du coup, on peut choisir un export 4K, par exemple, pour faire du reframing. Donc ça, je vais vous expliquer ça après. On descend, on a le firmware. Donc ça, le firmware se met à jour directement sur le téléphone via l'application. Vous connectez votre téléphone à la caméra. Et ensuite, il vous dira, il y a un petit point rouge qui va s'afficher disant qu'il y a quelque chose qui doit se mettre à jour. Vous allez dessus et vous allez faire votre mise à jour. Ça se fait très bien par le téléphone. Et ensuite, vous avez donc Insta360 Studio 2020. Et là, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, vous faites, donc on est là 355, donc c'est celle que j'ai installée sur mon PC, et on va faire download. Dès que c'est fait, vous allez lancer l'application Insta360 Studio 2020, donc la 355, et vous allez arriver sur cette application. Donc au premier abord, elle fait un peu complexe, mais en fait, vous allez voir que c'est très simple. Là, vous avez fichier, donc là, vous allez ouvrir les fichiers, ouvrir les... Ah, bon, ok. Vous avez passé, donc ça je le laisse, paramètres. Alors, langue, donc vous allez pouvoir choisir la langue, donc moi j'ai mis français, mais il y a d'autres langues proposées, et vous avez préférences. Alors dans préférences, je vais vous montrer, il y a tout ce qui est coché, et vous avez différentes choses, donc dans codec, on laisse comme ça, tout est coché, c'est bon, performance, je laisse en auto, et je laisse comme ça c'est les choix par défaut, et ensuite dans autres, tout est coché par défaut, sauf activer les vignettes. Je vous conseille de cocher cette option activer les vignettes, vous allez voir pourquoi, c'est que quand vous allez importer vos photos ou vidéos dans le logiciel, il va vous générer des vignettes pour voir à quoi ressemble la photo ou la vidéo. Donc moi je l'ai fait, donc on n'avait pas besoin, mais par contre il vous demandera de redémarrer, quand vous aurez fait ça, de redémarrer l'application pour que ce soit pris en compte. Ensuite, comment ça se passe? Vous avez vos fichiers de la carte, donc micro SD, de votre caméra 360. Vous allez les récupérer, soit en enlevant la carte mémoire de la caméra 360 et en les mettant sur le petit lecteur pour récupérer vos photos ou vidéos, soit vous la branchez en câble USB et vous le récupérez comme ça. Alors moi je vous ai fait un tri, parce que j'ai pas voulu vous montrer tout ce que j'ai fait avec, mais je vous ai fait un tri avec des photos et des vidéos, juste pour exemple. Donc on peut voir ici par exemple qu'on a un DNG. Donc le DNG c'est le format RAW qui permet donc d'avoir une image, on va dire, très plate, sans post-traitement, et qui permet de faire ce que l'on veut avec pour avoir le résultat que l'on veut. Donc, on a ensuite l'INSP. Donc l'INSP, c'est le format Insta photo, INSP, donc pour photo. Et ensuite, on a le INSV, qui est le INS, donc Insta vidéo. Donc vous voyez que pour la même vidéo, qui porte le même nom à la fin, en fait, on a une vidéo par lentille. Ce qui veut dire que quand je vais l'importer dans l'application, il ne verra plus qu'une seule vidéo puisqu'il va l'assembler tout seul. Le but de l'application Insta360 Studio 2020 est d'assembler les images, que ce soit des photos ou de vidéos, donc c'est ce qu'on appelle le stitching, et faire la liaison pour qu'on ait une image plate 360 correcte. Donc là, je vais prendre l'intégralité de tout ce que j'ai dans le dossier et je vais l'importer là-dedans. Donc là, on voit qu'il m'a bien importé et on voit les vignettes, d'accord ? Donc là, vous avez la possibilité de voir tout, donc tout ce que vous avez pris. Vous avez la possibilité de voir uniquement que les photos, donc vous avez vu, il a enlevé la vidéo, que les vidéos, du coup il a montré que la vidéo, et les favoris. Bon, ça j'utilise pas.
Ensuite, on va faire le tour un petit peu des menus. Ici, donc dans paramètres, on a vu. Ici, on a les différentes options de fenêtre. Passer en plein écran, je vous conseille pas, c'est pas très joli, je l'ai testé, bof. Et aide, vous avez donc le lien vers le site Insta360, le tutoriel de Free Capture. À propos de, donc là on va vérifier qu'on est bien en 3.5.5, donc on est bon, on est bien dans la bonne version que je vous ai montré. Et ensuite, vous avez vérifié les mises à jour, on va le faire. Il va me dire tout est OK, on est bon. Pensez bien à faire les mises à jour de cette application, et même des autres applications mobiles, hein, parce qu'il y aura toujours des choses qui vont être apportées et qui seront toujours un plus. Donc là, on est sur une photo, donc un DNG, d'accord? On est bien dessus, on double-clique, on est dessus. Là, il me propose, à droite, paramètres de base, processus du média, propriété du fichier. Donc on va rester dans paramètres de base, puisqu'en fait, là, ce n'est qu'une photo. Quand on sera sur une vidéo, on aura d'autres choix. Là, ici, il me propose donc correction horizontale automatique, ce qui veut dire qu'il fait automatiquement l'horizon droit. Il me propose un stitching normal, protège objectif, drive case au-dessus de l'eau, dive case au-dessous de l'eau. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous allez mettre sur votre caméra. Si vous n'avez rien, elle est brute, comme j'ai fait le test la dernière fois, elle était brute sans rien dessus, je reste sur normal, d'accord? Si par contre, j'avais mis les protèges objectifs, j'aurais dû cocher protège objectif, d'accord? Et ça, c'est dive case, hein, c'est les fameuses protections qui se mettent autour de la caméra pour aller au-dessus de l'eau et sous l'eau. Voilà. Donc là, vous aurez des choix à faire ici pour être sûr que votre stitching soit le meilleur possible. Là, comme j'ai photographié en RAW, il me propose, ici, on voit Pure Shot. Donc si je fais Pure Shot, il va m'activer le Pure Shot et me montrer le résultat. Voilà ce que ça donne. Alors personnellement, je trouve que le Pure Shot, c'est pas top top. Hein. Parce que vous voyez ici, par exemple, rien qu'au niveau du soleil, c'est vraiment pas beau. Hein. Si je l'enlève, ça n'a plus rien à voir. Hein. Donc le Pure Shot, c'est bien, mais je pense que c'est quand même limité. Hein. Mais bon. Après, vous testez, hein, vous voyez ce que vous pensez, mais moi, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Ici, vous avez la possibilité de faire une capture d'écran. C'est-à-dire que vous avez l'écran là, vous allez faire capture, pac, et vous allez faire un imprimé écran entre guillemets de ce que vous avez à l'écran. Et ça, c'est pour mettre en plein écran. Bon, ok. Là, ensuite, ici, vous avez, parce que vous êtes dans une photo, vous avez les différentes options. Donc, par défaut, on arrive là-dessus. Donc, ça, c'est la vue par défaut, normalement. Lorsque vous ouvrez une photo ou une vidéo, il part sur la vue par défaut, qui est la vue défaut. D'accord? Donc, ça fait un peu fisheye. Vous voyez, si je tourne, par exemple, si je regarde les trucs, c'est tout déformé. Bon, c'est pas très joli, je trouve. Ensuite, vous avez Tiny Planet. Tiny Planet, là vous pouvez faire ce que vous voulez, faire ça, faire une capture d'écran si vous voulez, et vous pouvez l'exporter donc sur Facebook ou Instagram ou n'importe. Ici, vous avez ensuite boule de cristal. Donc boule de cristal, ça fait ça, et en fait on peut choisir la vue qu'on veut. Et ici, vous avez plat, donc ça vous donne la photo complète à plat, ou vous avez vue naturelle. Alors vue naturelle, c'est ce qu'on appelle le mode linéaire. Donc si vous prenez une GoPro par exemple, vous avez le mode classique, donc le wide, le très large, et puis vous avez le linéaire. Et vous avez même le mode étroit maintenant sur la GoPro, mais je vous déconseille le mode étroit. Et là, l'avantage que vous avez, c'est quand vous allez tourner, bah, en fait, vous voyez, tout est droit. Il n'y a pas de déformation arrondie. Donc moi, c'est celle que j'ai utilisée par exemple pour la dernière vidéo, où je vous ai montré ce que ça donnait en vidéo. Je reste toujours en mode linéaire parce que j'aime bien avoir les lignes bien droites et que ce soit relativement carré. Alors par contre, c'est un petit défaut, ce mode-là, mais ça c'est propre en fait à ces caméras 360 degrés, c'est que comme c'est des photos et des vidéos qui sont prises avec une optique très large, en fait ça a tendance à tirer un peu sur les côtés de l'image, et donc du coup on perd un petit peu en résolution ou définition sur les bords. Mais ça reste correct, franchement vous avez vu les vidéos, pour une caméra 360 c'est vraiment très bon. Donc voilà ce qu'on peut faire pour les photos. Et donc à la fin, quand vous avez fini de faire ce que vous voulez, ça vous convient, vous faites ici, hop, commencer l'exportation. Là il vous demande en fait le format que vous voulez. Donc là vous pouvez augmenter la résolution, hein, mais ça reste quand même un petit capteur et l'image est quand même pas ouf entre guillemets. Et à mon avis, le fait d'augmenter la taille à l'export, je suis pas sûr que ce soit top. Faites l'essai. Moi je ferai des essais pour la suite, voir un petit peu ce que ça peut donner, mais j'ai peur que ça dégrade un petit peu l'image. Donc il propose du 6080 par 3040 qui est la taille d'origine de l'image. Il me dit que c'est une photo, là il n'y a pas d'autre choix. Il me donne le nom du fichier final et l'endroit où je veux le déposer. Vous voyez que c'est un DNG et il l'exporte en DNG.
Donc ce qui veut dire que derrière, vous aurez la possibilité avec Lightroom, Photoshop, ce que vous voulez comme application de développement de photos RAW, de prendre cette photo-là et de l'améliorer à votre façon. Donc je ferai OK, et du coup, ça part sur une exportation. Voilà, ça a été rapide, c'est fait. Là maintenant, on va partir sur la photo qui, elle, est traitée d'origine par donc la caméra. Donc je double-clique dessus, et là, il me fait le stitching. Et là, vu que c'est une photo, non pas DNG, mais un JPEG, entre guillemets, quelque part, à sa façon, hein, parce que c'est un NSP qu'on va transformer en JPEG. Là, on a bien le traitement qui est généré par la One X2. Et donc là, j'ai des choix en plus, que n'avait pas le RAW, ou le DNG, si vous préférez. Là, donc la correction automatique, donc ça, horizontale automatique, on est bon, on est pareil. Normal, protège l'objectif, on retrouve les mêmes options. Donc nous, on touche à rien, on est en normal, puisqu'on n'avait pas d'options supplémentaires sur l'optique. Et là, vous avez deux choix. Calibration chromatique. Ça, en fait, ça enlève les aberrations chromatiques qu'il peut y avoir sur le côté. Très souvent, quand on fait des photos avec des appareils avec des objectifs grand angle, très souvent, on a ce qu'on appelle les aberrations chromatiques qui arrivent lorsqu'il y a de forts contrastes. Là, sur ces optiques-là, qui sont très larges, évidemment, il y a des aberrations chromatiques, mais qui sont totalement récupérables. Et donc là, par défaut, l'option est cochée, calibration chromatique. Donc on laisse cocher, ça c'est bon. Et ensuite, vous avez une option qui s'appelle assemblage dynamique. Donc l'assemblage dynamique, en gros, pour les photos, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, pour la vidéo, ça peut avoir un intérêt. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc pour moi, si vous faites le tour, regardez à peu près où est la jonction de votre photo. Moi, elle était au niveau du soleil, on voit que c'est propre. À l'opposé, on voit que c'est propre, il n'y a pas de défaut d'assemblage. Donc pour moi, c'est bon. Ensuite, on descend, et là, vous avez la possibilité de rajouter des logos. Alors le logo, si je prends par exemple celui-là, en fait, on va voir qu'il rajoute en fait un logo. Vous voyez, hop, je l'enlève, je le mets. Ça cache en fait le trépied. Alors attention, l'endroit du logo se trouve en fait à la base de la caméra, là où se trouve le trépied. Par contre, ça veut dire que si vous faites votre photo ou votre vidéo à la main, il ne faudra pas cocher cette case-là, parce que sinon votre logo va se mettre au niveau de votre main. Voilà. Donc je vous donne le conseil, mettez-le que si jamais c'est une photo qui est posée sur un trépied au sol, et là éventuellement vous pouvez l'utiliser. Donc moi je mets None, et donc vous pouvez même ajouter un logo personnalisé. Donc si vous avez votre propre logo personnel, vous pouvez le rajouter. Vous faites ajouter un logo, vous le rajoutez, et puis il mettra à la taille que vous voulez. Et là on retrouve donc les mêmes options, avec les différents formats, la prise de vue de capture d'écran et le plein écran. Là ça ne change rien, pareil, je fais exporter, je l'envoie, je clique là, je fais exporter, il me propose la même taille en photo, par contre là c'est du JPEG. Donc du coup je fais OK, et voilà. Donc vous voyez par contre que la taille de la photo n'est pas la même. Le RAW fait 35 mégas par exemple, alors que le JPEG fait 12 mégas 38. C'est normal, c'est du RAW, il contient plus d'informations. Passons maintenant à la partie vidéo. Je double-clique sur la vidéo. Là on a la vidéo qui se lance. Alors je vais couper le son volontairement. Tac. Donc là on a la vidéo qui se lance. Donc si je laisse comme ça, on voit qu'on est en vue naturelle, donc linéaire, comme j'ai pu la faire jusqu'à maintenant. Par contre, on voit bien qu'en fait, au fur et à mesure que je bouge, en fait, le sujet, c'est-à-dire moi, là, sur la vidéo, on voit que je me décale par rapport au départ. Ce qui est normal, parce qu'en fait, je fais ça et je fais le tour d'un rond-point et je repars. D'accord ? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que suivant ce que vous allez vouloir montrer, vous allez avoir la possibilité, en fait, de décider de ce que vous voulez montrer. Vous avez deux choix, en gros. Soit vous exportez votre vidéo telle qu'elle en 360 et après, dans l'application, vous utilisez un plugin qui va vous permettre en fait de faire ça en post-traitement dans l'application de montage, comme d'ailleurs Instatrans le propose pour Adobe Premiere, uniquement pour Adobe Premiere, et apparemment c'est prévu pour Final Cut Pro, donc sur Mac, et j'espère qu'un jour ça arrivera sur DaVinci Resolve, je croise les doigts. Ce serait parfait, ça m'éviterait de passer par cette application et ça me permettrait de faire l'assemblage directement dans le logiciel de montage et de l'adapter en fait à la musique pour avoir pile poil le bon moment où je veux changer mon point de vue. Bon, on verra ça par la suite. Donc là, toujours pareil, dans la vidéo, à droite, on retrouve les mêmes options. Donc utiliser la stabilisation Flow State, donc là c'est une option purement propre à la vidéo, ce qui veut dire qu'en fait il va stabiliser l'image et il va garder l'horizon droit. Fixer la direction, alors ça c'est une option que je n'utilise pas beaucoup, parce que ça veut dire qu'en gros, il garde le même point de vue du début à la fin de la vidéo. Alors ça peut être bien si vous faites un truc tout droit, très bien. Par contre, si vous avez tendance à vouloir montrer des choses à gauche, à droite, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais ça peut être pratique pour un plan, ou une séquence d'un plan.
Vous avez donc le stitching donc normal, protège objectif, donc toujours pareil, dive case, et toujours pareil, calibration chromatique, donc ça, il faut toujours le cocher, c'est mieux, et l'assemblage dynamique. Donc ce qui va se passer, c'est que là, par exemple, si je me mets sur le côté, et je lance la vidéo, on voit que l'assemblage est correct. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que si vous passez à un endroit, par exemple, où vous avez un sujet qui se rapproche plus que prévu, lui va partir sur un stitching, donc un assemblage statique, sur lequel il est parti au départ de la vidéo. Ce qui veut dire qu'en fait l'assemblage par lui-même va rester le même du début à la fin de la vidéo. Il ne va pas changer son paramètre d'assemblage. Si vous cochez cette option assemblage dynamique, ça va permettre au logiciel de tricher pour arriver, entre guillemets, s'il y a un sujet qui arrive près, entre guillemets, en passant ou passer à côté d'une personne, pour éviter d'avoir un gros défaut, entre guillemets, à l'assemblage, vous allez pouvoir dire dynamique, et il va essayer de faire en sorte qu'au moment où il passe à un objet plus près, il va refaire le stitching. Voilà. Donc ça sera à vous de voir. Moi, j'utilise très rarement, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Donc pareil, on a la possibilité de mettre le logo, mais attention, le logo, comme je vous ai dit, si je prends le logo, je le prends là, il le met au niveau de la main. C'est ce que je vous ai dit, il le met au niveau, là où se trouve le trépied. Donc en vidéo, pour moi, ça n'aura pas d'intérêt. Ou si la caméra est posée sur un trépied et en train de filmer. Pourquoi pas. Là, tel quel, je peux décider de le mettre en mode vue naturelle, d'accord, et de dire que moi ça me va, je veux l'exporter tel quel. Je fais exporter ici, et du coup il me l'exporte en valeur native, c'est-à-dire 5760 par 2880, qui est la taille initiale de la vidéo en 5,7K. Vous pouvez mettre le format que vous voulez. Alors ici, ce que je vous conseille, moi, si vous exportez, c'est de le mettre ici en ProRes 4.2.2. L'avantage de ce format est un format au format Mac. Il a un avantage et un inconvénient. L'avantage qu'il a, c'est que quand vous allez prendre votre fichier, vous allez le déposer dans le logiciel de montage, n'importe quel logiciel de montage va pouvoir le lire assez facilement. Par contre, il a un inconvénient, c'est le poids. Il a une taille de fichier qui est énorme, il faut le savoir. Si jamais vous choisissez ici H264, H265, il faudra choisir ici le débit que vous voulez, donc mettez au maximum pour essayer d'avoir un maximum de qualité, et vous l'exportez. Là il me dit que c'est une vidéo, retirez le grain, c'est pas obligé, je trouve qu'il est relativement propre, à moins que vous soyez en limite de nuit éventuellement, pourquoi pas. Et là vous l'exportez et vous voyez qu'il est en format MP4, d'accord. Si vous l'exportez donc au format ProRes 4.2.2, il est en format Move, qui est un format Apple. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que si vous le faites, faites-le en format ProRes 4.2.2 et donc au format Move et vous aurez une meilleure qualité. Moi, toutes les vidéos que vous avez vues dans le comparatif précédent ont été faites comme ça. Et vous faites OK et ça vous exporte la vidéo telle qu'elle en 5,7K, mais 5,7K sur la totalité du 360. Ce qui veut dire que lorsque vous allez vous balader dedans, vous aurez au maximum dans un point de vue un équivalent entre guillemets du Full HD et maximum 2K. Donc ce sera quand même pas ultra défini. Là, la solution que je vais vous montrer, ça sera justement de dire que je veux exporter en 4K, mais ce qu'on appelle en reframing, c'est en montrant exactement ce que vous voulez. Et l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez gagner en qualité d'export. Donc pour cela, il va falloir passer par le mode, donc là on est en mode vue, donc ça c'est pour voir ce que ça donne. Et là vous avez le mode Free Capture. Quand vous arrivez dans le mode Free Capture, vous allez voir votre vidéo ici, qui va commencer. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est arriver sur le bon moment. Donc là, c'est le moment où j'appuie sur le bouton pour déclencher. Et là, je me dis, bah là, tiens, je commence, entre guillemets, ma vidéo. Donc je vais cliquer ici, sur marquer comme point de départ. D'accord? Là, je vais aller vers la fin, je vais vérifier où j'en suis. Là, je vois que je vais appuyer, donc c'est pas bon. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, un petit peu dans la lumière. Voilà, juste avant que j'appuie. Et là, je dis, ça, c'est la fin de ma vidéo, marqué comme final de trim. Tac. Là, ça veut dire que la vidéo va commencer là, l'export qui va être fait, et il va finir ici. D'accord? Ensuite, on a différentes options. On a ici déjà le format. On a le ratio 1:1, ratio 9/16e, donc 1:1, ça veut dire qu'on est en format carré, genre Instagram. Ensuite, vous avez le 9/16e, c'est le format mobile. Vous avez le format 16/9e, qui est le format classique de vidéo. Vous avez le format 4/3, qui est de moins en moins utilisé. Et vous avez le format 2:35, donc le mode cinéma. Donc moi, je vous conseille le 16/9e, si c'est pour mettre sur YouTube, et ce sera parfait. Par contre, vous voyez que là, on est vachement déformé. D'accord ? Là, ce qu'il va falloir faire, c'est lui dire,
ici, donc là j'ai mon point de départ, et je dis je crée un point clé, donc une frame clé. Là il me met un point, d'accord? Je prends ce point là, et là vous voyez les choix qu'on avait ici pour choisir en fait l'angle de vue, on les retrouve ici. Donc là vous avez le format œil de poisson, entre guillemets le format standard qui déforme, vous avez le format mini planète, vous avez le format crystal ball, et vous avez le format linéaire, d'accord? Donc là je dis que je commence ma vidéo en mode linéaire par exemple, d'accord? Sauf que moi, je me veux ici, d'accord, en face. Donc ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mis mon point clé, j'ai dit que je veux être comme ça pour commencer, et puis on va avancer. On avance la vidéo, on voit que je suis bien de face, ça c'est bon, et à un moment donné, je vais dire, bah tiens, là j'aurais bien commencé à changer de plan. À cet endroit-là, par exemple, je vais dire, je vais créer un point clé. D'accord? Là, vous voyez qu'il y a un point clé, et entre les deux, il y a une ligne qui a été créée, qui s'appelle la transition. Donc là, si je ne touche à rien, rien ne va changer entre le premier point et le deuxième point. Par contre, si je veux me mettre au deuxième point et dire, hop, j'avance de quelques images, et je dis là, je crée un deuxième point clé. Où là, je vais dire, à partir de ce moment-là, je veux commencer à changer d'angle. Parce que si vous partez d'un point A à un point B avec une trop grande distance entre les deux, vous pouvez le faire, hein, et que vous changez d'angle, il va le faire tout au long, on va dire, de la zone de transition. Donc après, c'est à vous de voir si c'est ce que vous cherchez ou pas. Mais sinon, le mieux, c'est de créer un point clé à un endroit, dire stop, je m'arrête là, et de là à là, je veux changer d'endroit. D'accord? Donc là, je prends ce point clé, et je dis, bah tiens, je veux aller à peu près à cet endroit-là. Et je dis qu'à cet endroit-là, donc je tourne dans le sens où je veux montrer, et je dis que je veux montrer par là, et que je veux arriver ici. D'accord? Donc là maintenant, si je reviens ici, on voit bien que je suis tout droit, et là, hop, ça change. D'accord? Cette transition, donc je clique sur la ligne qui est entre les deux points clés, je peux la faire en dissoudre lisse, qui est l'option par défaut, c'est-à-dire qu'il le fait tout en douceur, du point A au point B. Vous pouvez faire entrer en glissant, sortir en fondu, pourquoi pas. Si je fais ça, hop, il va accélérer fort au départ et plus doux sur la fin. Moi je trouve que ça ne correspond pas à ce qu'on cherche là. Donc il y a différentes options, entrer en fondu, sortir en glissant, entrer en glissant, sortir en glissant, entrer en fondu, sortir en fondu, ou nul. Nul, ça veut dire qu'il ne fera pas de transition. Il fait rien, donc ça sert à rien. Aucun intérêt. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le dissoudre lisse. En général, c'est assez correct. Et si vous voulez, éventuellement, vous pouvez tenter le entrer en glissant ou entrer en fondu, si ça correspond plus à ce que vous voulez. Si vous voulez faire une petite transition rapide pour faire d'un point A à un point B assez rapidement, l'un des deux sera parfait. Donc voilà, on va continuer là. On va voir qu'on avance. Là, à un moment donné, je vais repasser devant. Et là, je vais dire, par exemple, qu'à cet endroit-là, à peu près ici, là, je vais commencer à tourner. Je vais recréer un point clé. Je vais recréer un point clé un petit peu plus loin. Voilà. Et entre les deux, je vais lui dire que je veux, alors sachant que sur le dernier, je veux partir comme ça et montrer le bout de la route. Donc je vais me mettre dans l'axe de la route, comme ça. Et là je dis que la transition, je la veux par exemple en entrée en glissant, sortie en fondu. Et là si je fais ça, tac, voilà. Pourquoi pas? Ça peut être un choix, donc après ce sera à vous de voir. Hein. Mais là par exemple, vous voyez, je ne suis pas tout à fait dans l'axe, donc je vais me replacer. Et vous pouvez revenir dessus, hein. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez même prendre les points clés et les déplacer si vous trouvez que ce n'est pas pile poil au bon endroit. Et voilà. Donc voilà l'utilisation des points clés. Et si ça vous convient comme ça, et bien après, il vous suffit juste d'exporter ici, de choisir la résolution. Alors par défaut, il part sur du 1080, comme l'application mobile hein, d'ailleurs. Et ici, vous avez la possibilité de choisir. Et c'est là que l'application a un gros avantage. Je fais 3840 x 2160, il a automatiquement remis la bonne valeur de l'autre côté puisqu'on est en 16/9. Et là, moi je me mets donc en ProRes,
25 images par seconde, vidéo. Color Plus, alors Color Plus, je vous le déconseille. Hein. C'est déjà que la One X2 a tendance à être très colorée. Si vous faites un Color Plus en plus, autant sur la One X c'était sympa, autant sur la One X2, je vous le déconseille. Retirez le grain, ça ce sera uniquement si vous êtes dans une lumière faible ou quoi. Et là, vous allez exporter en point move. Donc voici la présentation de l'application Insta3 Studio 2020 qui vous permet donc d'assembler les photos ensemble pour ressortir une image JPEG ou un DNG que vous pourrez retravailler par la suite, et aussi des vidéos que vous allez pouvoir stitcher, assembler pour avoir un bon résultat, l'exporter soit directement en 360 et ensuite le travailler directement ou l'envoyer directement tel quel pour une visite virtuelle par exemple avec un casque ou quoi, pourquoi pas. Soit vous avez la possibilité donc de faire du reframing comme je vous ai montré avec les points clés et le free capture qui vous permet de pouvoir exporter une vidéo au format haute résolution 4K par exemple, tout en montrant exactement ce que vous vouliez montrer au moment où vous avez filmé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura montré un petit peu les possibilités de cette application. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt.